Ça, très... j'avais envie de jouer à un petit jeu, toi puis moi. Mm-hmm. J'aimerais ça qu'on s'amuse à détruire les films, les acteurs ou les actrices que tout le monde aime. Des intouchables. Des choses que une personne réussit à trouver du négatif dessus, ça se demandait sur sa santé mentale, pratiquement. On va s'amuser un peu, on va jouer ça sur différents fronts. On va s'amuser, on va s'en lancer en rafale. On va voir si on est capable d'avoir un consensus tous les deux, ou on va essayer de jouer peut-être à l'avocat du diable. On va voir comment ça va se jouer. Mais j'aurais envie qu'on embarque là-dessus sur des titres. Qu'on va se lancer au hasard, tout ça. On s'amuse un peu à se faire une petite... des petites listes, des petits films qui nous ont venus en tête, puis on va s'amuser à voir si on est capable de, comment dire, de faire un roast. On va y roaster. C'est... Ok. Donc on a le droit de défendre un film, mais pas nécessairement qu'on aime. Là. Non, c'est ça. Diable, Mais bon. c'est ça. Mais il faut que ce soit justement des films tellement populaires ou des acteurs tellement encensés ou des actrices tellement adorées, oscarisées, peu importe, qu'ils font pratiquement le consensus que tout le monde adore, et nous on doit essayer de voir si on est capable de, comment dire, tourner de bord, se mettre dans la chaise de quelqu'un qui vraiment détesterait ces personnes-là. Est-ce qu'on serait capable? Puis vraiment appuyer sur nos propres opinions. Parfait. Mm-hmm. Mais c'est clair qu'il y a un film qu'on a déjà parlé à maintes reprises. Pour un film plus encensé que ça, je pense que ça va être difficile à battre. Le film Citizen Kane, qui est le plus grand film de tous les temps. Moi, je le mettrais même pas dans le top 10 en passant. Voyons donc. Ça commence mal. Puis je trouve aussi que tous les professeurs et toutes les personnes qui défendent Citizen Kane n'ont pas d'argument. Ça me purge. Je comprends là, que la haute classe de la cinématographie vont le défendre. Je dis pas que c'est un navet, je dis pas que c'est un mauvais film, je dis juste qu'il y a beaucoup de choses qui me perturbent, m'énervent sur ce film. Ok, là tu parles de ce que plusieurs ont décrit comme le film des films, le film qui a tout donné, le premier, il y en a qui disent que c'est le premier véritable film. Oui. Et tu veux détruire ça. J'espère que tu as des munitions. Ouais. Mais oui, c'est ça. Mais je comprends que le principe aussi, l'argumentaire, c'est le premier film qui a fait telle affaire, je comprends, mais c'est pas parce que t'es le premier à faire de quoi que t'es nécessairement bon, là. T'es nécessairement le meilleur. Faut dire, je veux dire, Ford est pas mal la première voiture, mais ça veut pas dire que c'est Ford qui fait les meilleures voitures. Non, ok, ben... bon. Non, mais bon, c'est si ça. on retournerait dans sa tombe, s'il regarderait les voitures de nos jours. Exactement, mais tu comprends, c'est un peu ça ma leitmotiv là-dessus, mais de façon de base, pour un film qui soit parfait, qui soit vraiment sensé, il faudrait que l'histoire se tienne aussi, ce serait bien. La dernière chose que Citizen Kane a dit, est-ce qu'il y a une personne qui l'entend? Non. Donc en partant, le film commence très mal dans ma tête quand je l'écoute, tu vois ça. Mais bon. Sinon, le jeu d'acteur est bien, très bon pour les années 40. Mm-hmm. Et je pense que déjà dans ces années-là, dans ces eaux-là, on était capable de trouver de quoi qui était un peu mieux. Pour ce qui est aussi des films, le principe pourquoi il est encensé, c'est que c'est le film qui a le plus marqué, c'est le film qui a le plus apporté, etc. Moi, je serais capable d'argumenter que le film King Kong, le premier, a beaucoup plus apporté au cinéma que Citizen Kane. Voyons donc. Là, l'affaire est... Ok, là, vous allez dire, ouais, mais le scénario de King Kong, oui, c'est beau, laisse faire le scénario. Moi, je parle de tout ce qui est le travail technique qui a été fait sur King Kong, le principe des marionnettes, les prises de vue. Il y a beaucoup plus de scènes que les gens vont se rappeler de ce film-là de King Kong. Ils s'en rappellent sans l'avoir vu, by the way. Parce que je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le film King Kong, l'original. Parce qu'effectivement, c'est un film très niche. Et, ça va dans les films de Godzilla un peu. Il y a une raison pourquoi ils se chevauchent, dis-je, ensemble. Mais c'est ce qui m'énerve un peu de justement Citizen Kane. Je trouve pas qu'il a apporté tant de choses que ça. Je comprends là que comment c'est pris les prises de vue, la grande affiche de Kane en arrière, etc. Ah, ça marquait l'imaginaire, etc. Mais si tu le sors du contexte de temps, il y a vraiment rien d'intéressant dans ce film-là. Puis on argumente sur le fait que oui, il faut que tu le mettes dans le contexte du temps, c'est important, etc. C'est super, mais est-ce que ça a plus influencé que les westerns, les vrais westerns?
je suis pas tant d'accord. Est-ce que, justement, comme je dis, King Kong qui a apporté beaucoup plus dans les prises de vue, dans les acteurs au travers, je trouve que ça a beaucoup plus apporté que Citizen Kane, qui est de base, comme je dis, un scénario qui tient à moitié. Oui, mais on s'entend, à cette époque-là, tout était inventé. C'est comme quelqu'un qui analyserait les Beatles, puis il trouverait que les structures sont simples et que les mélodies sont plutôt faciles et les paroles, c'est un peu à s'attaquer à Citizen Kane, c'est un peu comme cracher sur l'héritage des Beatles. Non, parce que les Beatles, Phil Collins a toujours bien expliqué, et qui sans contredit un très grand drummer, Phil Collins, il a toujours dit que si t'écoutes une partition de Ringo Starr, t'es capable de reconnaître la chanson, même si c'est juste le drum que t'entends. Versus normalement, tu devrais comme avoir besoin de tout un peu ce qui est écrit autour, toutes les partitions, etc. Fait que lui, on est capable de cerner dans les Beatles une construction vraiment très bien faite sur le drummer. Après, dans les écrits qui ont été faits par Lennon McCartney, exemple, mais sont des chansons qui ont apporté beaucoup de genres, qui ont rechangé la musique de genre, comme par exemple le country dans l'album Help, ou que ce soit la musique un peu plus psychédélique, le rock un peu qui a amené à Pink Floyd avec Sgt. Peppers, Helter Skelter qui a aidé à apporter le Black Sabbath de ce monde et le metal. Sauf que ils ont apporté ça, et en plus, si tu les écoutes aujourd'hui, ils sont encore bonnes. Ouais, mais Citizen Kane, si tu l'écoutes encore aujourd'hui, t'as pas l'impression que attaquer justement Citizen Kane, c'est comme, tu sais, chaque famille, ils ont une recette de famille. On va dire une tarte aux pommes. Depuis l'arrière-grand-mère. T'as pas l'impression, c'est comme, en critiquant Citizen Kane, c'est comme si tu prenais la tarte aux pommes de ta grand-mère puis tu crachais dedans. T'as pas l'impression que c'est ça, genre... On peut pas attaquer ce film-là, et toi, tu veux attaquer... C'était quoi la consigne que tu m'as demandé? Prendre l'intouchable, mais je pense que c'est justement l'intouchable, mais je continue à dire qu'il a été mis tellement élevé, on peut plus y toucher. Puis honnêtement, si on va aller dans les plus vieux films, puis qui est le plus impressionnant, qui est le plus grand film de tous les temps, puis on y va d'un point de vue de fan de cinéma, de quelqu'un qui analyse, j'irai avec Vertigo. J'irai avec ça. Sûr. Il a beaucoup plus apporté au cinéma. Il a réussi, je trouve, que ce soit par les plans de vue, par les jeux d'acteurs, que oui, encore une fois, les jeux d'acteurs sont peut-être pas au même niveau que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans certains films, mais il reste que ça clash en motadine. On est encore capable de l'écouter aujourd'hui, puis le trailer, l'histoire est très bonne. Ça a beaucoup mieux vieilli, mais faut dire, mais moi je suis d'accord avec cet élément-là. Tu sais, si on a à débattre, est-ce que c'était le meilleur film de tous les temps? Je suis d'accord avec toi, moi je dirais pas que Citizen Kane l'est forcément, mais c'est quand même le film qui a tout donné. C'est comme, c'est comme cracher sur un héritage. Sauf que juste avec le principe de l'histoire qui fonctionne pas parce que l'histoire ne marche pas parce que personne n'entend ce qui se passe, de ce qu'il a dit en fait. Juste ça, je trouve ça tellement aberrant que personne n'a accroché dessus. Il me semble que c'est le genre de détail que... Ouais, mais faut que ça me fait capoter. Je suis comme, pourquoi tu craches l'héritage? C'est comme si t'avais tes grands-parents, justement, ton arrière-grand-mère qui est connectée sur plein de tuyaux. Elle peut pas parler à cause de ça. Elle a de la difficulté à respirer, puis elle te tend, je sais pas, sa vieille montre en héritage. Elle a de la misère à parler. Elle a réussi à marmonner. Même, elle est rendue au stade où elle fait du code morse avec ses yeux parce que c'est la seule façon de communiquer avec ça. Okay. De un, là... Tous mes grands-parents sont morts, je trouve ça très offusquant. Et ça attaque mes valeurs et mon cœur. Non, sérieusement, je comprends l'idée, mais il y a des limites. À un moment donné, c'est pas un grand-parent mourant là, qui fait un film. Là, on calme-toi. Là. Je sais pas. C'est juste que j'ai toujours trouvé que... Je comprends qu'il a apporté beaucoup, mais c'est pas du tout de quoi qui est intéressant à revoir. C'est vraiment quelque chose... Son héritage a été vraiment plus sur l'impact de... Il a apporté de quoi de nouveau, puis les gens ont travaillé dessus. Mais contrairement aux Beatles, qui ont apporté de quoi de nouveau, que les gens ont travaillé dessus, puis qui encore aujourd'hui s'inspirent de... Citizen Kane, ça a été utile pendant un certain temps. Ça a apporté des trucs nouveaux, mais maintenant, c'est désuet déjà. Les Beatles ne le sont pas. Ils ne le seront sans doute jamais. Ça, là-dessus, je peux te donner un bon point parce que on s'entend... Si c'était... On s'entend la masterpiece, le film immanquable... Il y a beaucoup de cinéphiles qui n'ont jamais vu ce film-là. Alors que quelqu'un qui aime la musique a assurément entendu une tune des Beatles, ou du moins, il les reconnaît, il sait c'est quoi, mais je peux parler à quelqu'un qui va aller au cinéma de manière très régulière, puis on va lui parler de Citizen Kane, il ne connaît pas.
Puis pourtant, regarde, on s'entend, c'est sûr, les Beatles, on parle d'un groupe plus dans les années 60, là, c'était C'est les années 20 ans, 40, mais ouais. malgré tout, ouais, 20 20 ans de différence, mais malgré tout, on n'en parle pas. Mais il y a d'autres films beaucoup plus vieux qu'on va parler, que même que certains auront vu. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je pense que le film a été, il a été surévalué. Et c'est comme demeuré une vieille tradition qu'on a décidé que ce film, c'était la référence, puis c'est analysé, on s'entend, j'ai étudié en cinéma. Un des examens, c'était d'analyser une scène de Citizen Kane. Moi, je trouve que c'était un peu large, parce qu'on s'entend, c'est tellement été et décortiqué, évalué, analysé. On peut rien apporter de nouveau, fait que pour un professeur, c'est assez simple de corriger ensuite. Ouais. Mais Voir s'il saisit. c'est ça. Je pense que c'est peut-être, c'est ça, une certaine tradition qui est demeurée, mais aujourd'hui, on parlait justement de Vertigo. Je trouve que Vertigo est un film encore très pertinent aujourd'hui à voir. Oui. Mais c'est pour ça que je dis. Puis là, moi, tant qu'à moi, t'as juste confirmé mon affirmation. Mais oui. Là-dessus, on peut être d'accord. Oui. Mais ça veut pas dire, comme je dis, que Citizen Kane n'a pas été un film, un grand film. Je dis pas que Citizen Kane n'a pas été un film qui a marqué l'histoire. Je dis pas que c'est un film qu'on doit mettre aux oubliettes. Je dis simplement que son statut qu'il a actuellement est overrated. Si seulement il y avait ce mot-là en français, là, aussi fort, aussi poignardant. Il est tellement trop élevé pour ce qu'il est. C'est pour ça que je dis qu'il fait même pas partie du top 10. C'est même pas pour faire de quoi de choc, là, je pourrais dire c'est pas dans le top 50. Non, là, je vais peut-être pas à ce point-là. Mais dans le top 10, il l'est pas. C'est pas ce qui va... Ce qu'aujourd'hui, on devrait regarder pour dire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on s'inspire encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie d'approfondir. C'est un one... Ça a été très important quand il est sorti. Je pourrais jamais enlever ça, mais c'est beaucoup trop pour présentement. Je comprends. Donc, on va ce film-là en disant, moi, je pense qu'on est d'accord sur les deux. Ça a été complètement surévalué. Oui. Et à cause de ça, on dirait que c'est comme demeuré par la tradition de dire il faut défendre ce film-là, coûte que coûte, mais c'est plus pertinent de nos jours. Exactement. Ça. Moi, j'aurais envie de t'en lancer un. Ah oui? Ah non. Ça. Vas-y. Le film qui a fait le plus au box-office. Ah, Seigneur Dieu. Okay. Donc, ça veut dire que ça a été aimé, on s'entend. Il y a du... J'espère. Donc, on peut pas attaquer ce film-là. Ça a été communément dit que c'est le film qui a rapporté le plus, donc c'est le film qui, normalement, a intéressé le plus de gens. Et je parle d'Avatar. Oui. On parle bien du remake de Pocahontas, hein, c'est et ça que tu veux de dire? Danser avec les loups. Dancing with Wolves, c'est ça. Est-ce qu'on peut, justement, détruire quelque chose de très populaire? Comme je sais pas si toi t'as vécu ça au secondaire, mais on a toujours eu un garçon, il a été président de classe en secondaire 1, et ensuite il a été président de l'école en secondaire 5, puis personne peut le détruire, tout le monde l'aime, on sait pas trop ce qu'il fait, on sait pas trop ce qu'il a apporté à l'école, mais tout le monde l'aime et il est populaire. Est-ce qu'on peut attaquer ce petit gars-là, ce petit Jérémy-là, dans mon école? Il s'appelait Jérémy. Je dis Jérémy, je crois qu'il est rendu docteur quelque part en plus. On peut pas le détruire. Il est rendu docteur ailleurs. Je pense même il est Médecins sans frontières, un truc de même. On peut pas l'attaquer. Est-ce que Avatar et mon ancien ami Jérémy de Médecins sans frontières? Non, parce que contrairement à ce Jérémy qui a fait sa propre vie, qui a trouvé son métier, Avatar a juste pris le scénario de Dancing with Wolves, peut-être encore plus vieux, effectivement, que Pocahontas, puis a rajouté, en fait, un peu, 2009, donc c'était vraiment le début du gros 3D aussi. Fait qu'on voit que c'était vraiment plus un attrait de technologie. Un attrait de technologie. C'est un engouement d'aller le voir pour... Mais c'est un film qui a fait plus de 2 milliards. On s'entend, les cinéphiles l'ont vu, les gens, le monsieur, madame, tout le monde l'a vu. Le monde aurait dû voir le subterfuge. Pourquoi autant de monde l'a vu? C'est quand même James Cameron. Qui a mais fait quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ouais. Titanic. Il a trouvé une recette qui fonctionne. Mais ça, on s'entend qu'Avatar, c'était un film événementiel. On s'entend, c'était l'événement, le film Avatar, tout le monde devait aller le voir. Ça révolutionnait non seulement par sa technologie, mais également, on parle d'un film expérience. T'sais. C'était un film, justement, que on vivait, on arrivait sur Pandora, on vivait l'aventure Avatar.
C'est pas tous les films qui offrent ça, même s'il y avait déjà des films en 3D, tout ça, on vivait pas l'expérience Avatar. Est-ce que ce film repose uniquement sur ça? Est-ce que c'est un gars qui avait... ce film-là, c'était juste quelqu'un qui avait, on va dire... qui offrait de quoi d'une expérience, un divertissement. Mais c'est ça, c'est le principe du happening. C'est l'événementiel, c'est la meilleure façon de l'expliquer. Moi, je pense quand même que c'est vraiment plus ça, parce qu'encore aujourd'hui, l'exemple que je donnerais là-dessus, pourquoi je pense que c'était vraiment plus événementiel et que le film est quand même pas nécessairement vide, mais très remâché, c'est qu'aujourd'hui, tu parles d'Aragorn, t'as un acteur en tête. T'as des merch, les gens achètent encore les livres, les gens achètent des costumes, etc. Il y en a qui font encore du cosplay de ça. Même chose pour Star Wars. Venez pas me dire que Darth Vader est pas encore en train de marquer l'imaginaire, même si c'est un vieux film, là. Ça a plusieurs années, ça a plusieurs décennies. Versus Avatar, c'est quand la dernière fois que tu as vu quelqu'un dire je vais me mettre en GI de ça, ou bien en une des bébites bleues, ou l'oiseau. Ouais. Ça arrive plus. Le rapport culturel n'existe pas. Il n'y a personne qui a ça. Il y a personne qui lit ça s'est atténué vite. Ça a été puissant, mais on dirait que ça... Moi, j'appelle pratiquement ça le phénomène on va dire, du water cooler, dans le sens que quand tu es dans une entreprise, tout le monde va se parler autour de la machine à eau, et c'est comme, si tu n'avais pas vu ce film-là, t'étais un extraterrestre. Et on dirait que ça avait fait comme quasiment une pression sociale pour que le monde aille voir ce film-là, mais une fois que le monde l'avait vu, ça s'est très atténué, puis aujourd'hui... On s'entend que tu arrives devant ta télévision, ton cellulaire, peu importe. Est-ce que c'est un film que tu as envie de revoir? Non, je pense pas. Je ne crois pas, du moins. Je l'ai jamais réécouté depuis le cinéma. Non. Mais je suis allé là-bas. Aussi, je fais partie de la statistique. Mm-hmm. Mais... Bon, on a donné de l'argent. Regarde. On a une partielle de ce 2 milliards-là. Elle très infime, mais oui. Mm-hmm. C'est pour ça que Puis je pense que c'est vraiment plus ça. Je suis pas capable. Puis je dis pas que c'est un navet. Je dis juste que c'était vraiment. Il est arrivé au bon moment. Il utilise une nouvelle technologie. Cameron veut pas. Il est très fort pour de prendre de quoi de plus niche, puis de le mettre plus grand, événementiel, plus grand public. Puis quand il prend de quoi de grand public, il était capable de pousser encore plus son reach. Il était capable de rejoindre encore plus de gens. Puis. Je pense qu'Avatar, c'est le même exemple. Puis je pense que c'est justement pour ça que les suites vont fonctionner. Mais jamais à ce point-là. Parce que la vague, l'imaginaire, justement, comme qui a touché, était tellement... Ça a tellement pas duré longtemps. Il fallait battre le fer quand il était encore chaud. Puis c'était très, très... Ça a été longuement retardé. Et justement, il aurait dû voguer cette vague-là. Puis peut-être s'il aurait sorti un film au bout de 2-3 ans, peut-être. Mais peut-être justement, en faisant plus tard, non, on dirait que Cameron, il fait un film par décennie. Il y a eu son Terminator, il y a eu dans les années 80, il y a eu Titanic dans les années 90, là il sort le film dans les années 2000. Là, on achève notre décennie, mais il va sortir probablement un peu plus tard, mais on dirait que c'est comme un film par décennie, puis ça devient justement comme ce phénomène justement événementiel. Peut-être que, même si c'est, on s'entend, une suite d'un film qu'il a déjà fait, peut-être qu'on va revivre, peut-être pas au même niveau, mais peut-être qu'on va revivre. Moi, je serais pas surpris que ce film-là... Sans l'attrait technologique spécial? À moins que, c'est ça, est-ce qu'il y a un élément technologique qu'on sait pas encore qui va apparaître? C'est ça que je me demande. Puis ils disent que l'aspect le plus difficile que lui, il recherche, c'est de filmer l'eau, ce qui est très difficile et qu'ils sont en train justement qui ont beaucoup amélioré depuis justement le film Finding Dory. Oh, non! Pas Waterworld! Ça, c'était de la vraie eau. Non, je parle vraiment, c'était Finding Dory. On a vraiment amélioré l'animation de l'eau et tout ça. Et on le voit de plus en plus. On l'a vu dans Aquaman également. On s'entend, c'était cartoonish. C'était cartoonish, mais au moins ça c'est très difficile d'animer de quelque chose qui est dans l'eau. Surtout pour les corps. Comment les corps réagissent dans l'eau, c'est très difficile. Effectivement, on le voit dans les jeux vidéo, justement. Aussi. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on va... Mais ça se peut. Ça se peut que ça rentre. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu que c'est nécessairement le meilleur. C'est le même principe pour Endgame des Avengers. C'est loin d'être le meilleur Avengers. Tu veux détruire Endgame?
Ben là, c'est pas très compliqué, mais non, c'est très... C'est parce que là, présentement, on est comme pour l'épisode 1 de Star Wars, de Menace Fantôme. Là, on est dans le nuage, on est sur la lune de miel, tout va bien, c'est le meilleur film au monde, mais après, on va commencer à voir les défauts. Je dis pas qu'il est aussi pire Non, on se calme, c'est pas ça que je veux dire. toi, tu vivais d'espoir après la menace fantôme. Toi, tu Quand j'étais enfant, mais sinon, j'avais vraiment trippé. Moi, j'ai juste des bons souvenirs. Quand j'ai vu le 2, c'est là que j'ai eu un coup de pelle d'en face. Fait, oh, ok. Wow, on le réalise, c'est sûr. Peut-être que quand on était jeune, justement, on avait cette innocence-là, mais on devait être on devait être innocent en maudit pour pas voir ça. Force Awakens, c'est le même principe. Il y a eu The Last Jedi, soudainement, 50-50. Les gens aiment, l'aiment pas. Comme quand il y a eu le Clone Wars. L'histoire se répète. L'humain est plus ou moins créatif là-dessus. Puis je trouve que justement Endgame, comme on a déjà parlé, ben tu sais, c'est plusieurs films qui se battent pour être un seul film. C'est une construction très cliché à la fin. Il y a des longueurs, etc. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout le meilleur film, mais c'est lui qui a quand même fait le plus d'argent du Marvel Cinematic Universe. C'est MCU. Fait que c'est l'exemple que je vais donner. Encore une fois, c'est pas parce que c'est un avis, c'est juste... Ben, moi, je l'ai vraiment pas aimé, par contre, Endgame. Ben, j'étais content de l'avoir vu, mais encore une fois, je sais pas, ça dépend. Tu peux détruire ce film-là, mais je me demandais, est-ce qu'on peut détruire justement le Marvel Cinematic Universe? Est-ce qu'on peut... Non, moi je vais le défendre par contre. Tu défendrais Moi, je peux dire, il y aurait certaines choses que je serais capable de... Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, on s'entend. Mais le résultat est assez impressionnant. Oh oui, on s'entend, ça reste des films d'un divertissement incroyable, mais quand on regarde d'un point de vue vraiment cinéphile, puis on regarde le film et on se dit que la structure est pas mal identique d'un film à l'autre. On s'entend que, et on le voit de plus en plus, maintenant qu'on est rendu à plus d'une dizaine de films. Oui, mais il y a des exceptions au travers. Oui, ça, il y en a qui sont pertinents. Infinity Wars. Mais c'est comme on dirait que j'ai comme l'impression, c'est comme si on tirait avec une mitraillette, puis à un moment donné, on réussit à atteindre la cible. On fait tellement de films qu'au final, on réussit à en faire un qui est pertinent. De temps en temps, on réussit à faire un Captain America Winter Soldier, on peut faire un Thor Ragnarok, on peut faire un Black Panther, mais on va avoir beaucoup de Ant-Man. Ant-Man the Wasp. Ah, c'est ça, on va avoir beaucoup de films beaucoup plus faibles. Ant-Man 2. Ça. Oh. Thor 2. Thor 2, c'est ça. Captain Marvel. Puis c'est ce que je me demandais, même, moi j'ai eu cette réflexion-là quand je regardais justement les box-office puis les critiques générales des films de Marvel. Et non seulement, tu sais, je disais que oui, ça répète la même structure. Et toi, tu as senti justement, quand tu parles d'Endgame, c'est qu'à la fin, peut-être est-ce qu'on commence à avoir un épuisement? Est-ce qu'on est déjà épuisé? C'est sûr. Mais déjà, c'est quand même... Oui, on s'entend. Intense. 15 ans assez intense de plus qu'un film par année. Des fois même, ça allait jusqu'à 4 des fois. Des fois, ouais, on a eu des périodes de 4 films. Des fois, un par saison. Non, c'est ça, c'est... Ouais, c'était quelque chose. Mais oui, j'ai un épuisement. Puis oui, je pense que je n'aurais plus de vraiment de plaisir d'aller voir ces films-là. Mais ça n'empêche pas que... Mon Dieu, ils ont réussi à rejoindre plusieurs acteurs. Ils ont réussi à faire un film comme justement Infinity Wars ou bien Civil War, qui ont été à faire plusieurs grands acteurs, ou du moins grandes têtes d'affiche, qui font jouer ensemble, réussissent à respecter le temps, c'est pas trop engorgé, on réussit à suivre l'histoire. Juste faire ça, c'est très... Même si l'histoire n'était pas bonne, ce qui n'est pas le cas, ça serait vraiment difficile, puis ça se complète très bien. C'est pour ça que c'est difficile de détruire le Marvel Cinematic Universe. Alors, on va peut-être s'éloigner de ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas détruire. Non. Mais jusqu'à maintenant. Je pense que maintenant, c'est la fin. Là, ça peut plus monter plus haut, je crois. Malheureusement. Parce que t'as pas le luxe des comic books de pouvoir rajouter beaucoup d'informations, de lire avec les autres, avec un autre comic, puis tous vont s'assembler ensemble, faire un puzzle, alors que quand c'est un film, faut que tu amènes à quelque part. C'est ça qui est difficile. Intéressant. Sinon, moi, un film... Oh, t'aurais un autre un dernier, là. Un dernier? Dernier rapido, presto. Peut-être pas très rapido, mais... Un film qui était encensé par la critique, que pas mal, plusieurs de mes amis adorent. C'est pas que c'est un mauvais film, mais encore une fois, là. C'est quand même drôle à chaque fois. Je suis d'accord, par contre, il y a une chose qui est vraie là-dedans. C'est que même si
on peut trouver des faiblesses, on se dit non, il est pas aussi bon que ça, etc. C'est jamais, il est minable. Non. C'est jamais un navet, c'est jamais le pire film de toute la création, c'est juste, non, il est pas aussi bon Non. que ça, mais il y a quand même des vertus au travers. Mais moi, c'est The Dark Knight. Donc, le deuxième de Nolan pour les films de Batman. Tu veux t'attaquer à ça? Oui. Fait que là, en partant, il y a une personne qui a gagné un Oscar posthume, donc il est mort, puis il a gagné de quoi? Fait que là, en partant, c'est un terrain glissant là-dessus. Oh oui. Puis t'es un terrain glissant parce que on s'entend, t'affrontes quelqu'un qui, en ma personne, qui a analysé Christopher Nolan, qui en a même fait une thèse de maîtrise. Tout à Donc, fait. Oui, tout à fait. Je suis tout au courant. donc il va falloir que tu me sortes des bons arguments pour détruire ce film-là. Bon. J'espère que t'es préparé. Oui. Je continue tout à dire que c'est un bon film quand même. Quand même. C'est quand même un bon film. Mais là, on peut parler justement de Nolan que t'aimes beaucoup. C'est comment qu'il filme, comment est-ce qu'il apporte ses histoires. Il y a beaucoup les principes de flashback, ou du moins toujours il va toujours jouer sur bon. la narrativité, le timeline, c'est quelque chose Voilà. de très important dans ces films. Alors que dans cette série-là, là, on tombe dans un produit beaucoup plus mainstream et on s'entend, il déroge un peu, mais c'est tout à fait normal. Oui. Il embarque sur mais on voit une recette déjà établie. Mais on voit un peu qu'il veut justement retourner à ça, mais il peut pas vraiment le faire au complet, sinon il va un peu déroger. Ça, c'est une petite affaire. Ça, à la limite, c'est vraiment moi qui fais du nitpicking. C'est vraiment moi qui exagère. Ce qui me tente plus, moi, c'est vraiment... ça va être peut-être... Je sais pas si je peux appeler ça le jeu d'acteur ou les personnages qui ont été écrits, mais les personnages comme exemple Batman, qui est joué par qui déjà? Christian Bale. Christian Bale, merci. Christian Bale, c'est ça. Il fait un Batman très convaincant. Il réussit, il est épeurant, tout ça, mais quand il fait un Bruce Wayne, j'ai jamais vu un Bruce Wayne autant pas Bruce Wayne. C'est juste un gars d'affaires. Il y a le côté womanizer qui est aucunement développé, ou du moins que je trouve vraiment là, Mais externe. Quand il est en Bruce Wayne, il n'y a pas de l'air de Bruce Wayne, il y a juste l'air de Christian Bale qui essaie de faire un personnage. t'as pas senti un peu, moi personnellement, que le personnage justement de Batman, ce Batman-là, c'est un... comment Christian Bale l'a joué? Il l'a joué comme un gars qu'il ne vit que pour Batman. Mais c'est Le reste, il est fantomatique. C'est le principe de Bruce Wayne. Puis il le cache avec justement ses dépenses excentriques, justement ses fréquentations féminines, tout ça. Mais dans celui-là, c'est un peu... Je l'avoue là-dessus. Christian Bale a plutôt décidé de faire de quoi d'assez terne, d'assez manque de personnalité. Puis, mais il l'a fait un peu comme on pourrait dire un mauvais acteur, dans le sens que son personnage, il est mauvais acteur. Il essaye de montrer que lui, mais ce n'est pas Batman, mais on s'entend, ça semble le Batman le plus obvious, on s'entend, okay. c'est pas difficile, au point que dans le troisième film, un orphelin, juste en regardant ses yeux, a deviné que c'était Batman. Non, juste à comment il parle et tout ça, ça a l'air pratiquement, c'est parodique. Ça fait penser à un enfant qui vient de manger un paquet de biscuits, puis il y a les miettes dans sa barbe. Et, ouais. Bon. Là, dans sa je me rappelle mon enfance. C'est ça. Mais non, mais c'est justement, mais Bruce Wayne, peu importe, il est toujours comme ça, mais il est capable de le cacher, ou du moins, il est maladroitement, oui, mais là, c'est plus Bruce Wayne qui est maladroit, c'est Christian Bale qui essaie de faire quelqu'un qui est maladroit. C'est juste qu'on voit l'acteur, le méta, l'acting, on le voit trop, là. Ouais. Mais est-ce que ça suffit pour en faire un mauvais film? Mais c'est sûr qu'il est à 50%, même plus que ça. Il est très souvent Bruce Wayne, c'est ça qui fait encore plus mal. Encore plus dans le premier volet, où ça prend 1 heure, une heure et quart, 1 heure et demie avant qu'il devienne Batman. Ouais, syndrome Godzilla, ça. Ouais, c'est ça. Dans celui-là, il y a un petit peu plus Batman. Même dans le troisième, ça prend encore beaucoup de temps avant qu'il redevienne Batman, puis il ne l'est pas longtemps. Non, exact. C'est plus... il combat ses douleurs aux jambes, puis son dos cassé, puis... C'est les arcs. Ça, c'est peut-être un des problèmes de justement faire une reprise vraiment des comic books. Mais aussi, l'autre... Mais c'est ça, c'est vraiment un problème peut-être de la difficulté scénaristique de mettre ça au cinéma, mais ça on joue avec, mais aussi le Joker qui est joué, qui était vraiment censé, c'est Ledger, c'est ça? Oui, Heath Ledger. Qui jouait Heath Ledger. Il fait un très bon Joker, mais c'est juste un psycho. Moi, je trouve qu'il est unidimensionnel en s'il vous plaît comme méchant.
Oui, mais C'est l'affaire je t'en qui avais tanne. parlé, il y a une beauté quand même dans les méchants, les Némésis qui sont juste des destructeurs. Et il y a une certaine beauté là-dedans. Quand on regardait Dark Vader, avant que justement le côté là, oh, je J'ai suis du père, sable. je suis père, et je suis heureux, mon fils, tout ça, c'était un Némésis totalement destructeur. Son seul but, c'était La vengeance. la vengeance, la destruction, tout ça. Il y a quand même une certaine beauté là-dedans. Puis on voyait ça également dans les années 80. On le voit aussi on l'a vu dans le Marvel Cinematic Universe aussi, les héros, il est méchant, c'est sa seule caractéristique. Mais là, on s'entend, il y avait quand même plusieurs couches sur ce méchant-là, sur son interprétation. Oui, c'est un psycho, mais on se demande d'où vient justement c'est très mystérieux, puis c'est peut-être pour ça qu'il le rend autant intéressant, c'est qu'on essaye un peu de décortiquer, de l'évaluer comme Le pourquoi de la chose. le pourquoi de la chose, comme une femme ou un gars dans une relation qui nous on voit ça de l'extérieur, puis on se dit c'est la pire asshole, le pire paquet de troubles sur la terre, mais elle essaye de trouver, c'est ça, elle essaye de trouver la pièce manquante pour le réparer. Nous, on est un peu comme ça, on regarde le Joker et on veut comprendre d'où vient justement ce côté destructeur. Ouais, je peux comprendre. Mais c'était si unidimensionnel et si cartoony, parce que oui, son approche était réaliste, entre guillemets. Là. C'est l'univers de Nolan, le but c'est de rendre ça un peu plus terre à terre. C'est très très bien. C'est pas Adam West, là. On Non, s'entend. non, on est loin Puis de là. le Joker, etc. Oui, c'est cool, mais il manque. Mon Dieu, comment je pourrais phraser ça? C'est un anarchiste. Je sais pas, c'était vraiment trop. Mais c'est J'ai ça, difficulté à le mettre en mots, mais mais c'est vraiment. Je on comprends le voit dans les extrêmes, justement. Quand un personnage. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Son côté, justement, anarchique, suprémiste, tout ça. C'est tellement. C'est caricatural, parce que c'est c'est ça. tellement. Il est unidimensionnel, mais il est caricatural. On peut le mettre dans une boîte, le méchant, là. Puis là, après, on dit, oh, mais il peut faire. Il est imprévisible. Pas tant, parce qu'il est vraiment. On peut le mettre dans une boîte, le personnage. Là. Puis, on peut dire ça, beaucoup de personnages que j'aime aussi dans les films, mais c'est juste que lui, dans ce cas-là, j'étais comme, ok, c'est un bon film. Je trouve qu'il a bien fait son personnage aussi, mais c'est juste qu'on dirait que quand il parle de ce film-là, c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Je suis comme, wow, ok. C'est peut-être un petit peu trop pour un personnage qu'on peut mettre dans une boîte et qu'on sait exactement où il s'en va. Là. Parce que venez pas me dire que vous étiez surpris qu'il y avait une twist quand il fallait qu'il choisisse entre deux personnes, qu'il y en a un qui allait mourir. Ah, ben oui, Colin. Tu sais, il y avait une twist. On le savait, cette twist-là, qui devrait nous surprendre un peu, où que ça se rendait. On voyait comment il était. Je sais pas. Moi, je trouvais que c'était moins étonnant que comment que les gens, ou du moins comment que la critique l'a repris. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens vont me dire que c'est leur préféré. Ils vont vraiment plus m'expliquer les travers, entre guillemets, qu'il y a. Puis ils vont dire, ah, c'est bon, j'ai aimé ça parce que je voulais de quoi de plus terre à terre, je voulais de quoi, plus sombre. Oui, mais on s'entend, ça avait un peu révolutionné le médium à l'époque parce qu'on sortait du côté, on va dire, très cartoonish qu'on avait vu dans les Batman de Burton, mais encore plus avec ceux de Schumacher. Encore plus avec Schumacher. C'est plus cartoony, mais je continue à dire que le premier Batman est beaucoup plus sombre quand même. Puis oui, le décor mais est il faut plus dire, coloré, c'était quoi mais... aussi les films de super-héros qui étaient un peu les adversaires à l'époque. Là, on voit Marvel commençait à débuter son Marvel Cinematic Universe. On avait les X-Men qui avaient sorti dans les années 2000. C'est ça. C'était une nouvelle façon de traiter les super-héros. Puis c'est comme ça que DC voulait se rendre pertinent. Puis ensuite, on s'entend, ça a complètement dévié de la traque. On est complètement... ça. Puis il faut penser aussi que qu'est-ce que DC avait produit à cette époque-là? On avait le Superman de... Return? Ouais, le Superman Return, qui était... qui était un film. Un film, c'est ça. Ouais. Puis on s'entend, ça avait je pense que c'était un médium qui avait besoin un peu de brasser à la soupe, puis c'est venu comme justement Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais je comprends ce que tu veux dire par... C'est un step-up de Begins. Mm-hmm. Mais pas autant que ce que
que ce qu'on peut entendre ou véhiculer quand on écoute le film. Mais c'est ça, je veux pas le détruire non plus. Je veux pas dire que c'est le pire film de tous les temps. C'est pas un mauvais film, c'est juste... Je voyais où on pouvait facilement voir où que DC voulait aller, ou du moins Warner Brothers plutôt. Puis, je sais pas, je trouvais que c'était très simple. Puis je pense qu'il y a aussi le principe que le Ledger est mort, ça a vraiment embelli l'imaginaire. Mais on se l'est toujours dit, malheureusement, un décès d'acteur, un décès de musicien, tout ça, c'est la nouvelle la plus lucrative qu'une franchise, qu'un peut avoir. C'est malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs qui ont commencé à être encensés après leur décès comme des peintres et bien d'artistes qui ont été reconnus seulement après leur mort. Mais on aime les clowns tristes. On aime ça, les gens qui souffrent, effectivement. Je sais pas, puis ça finissait... C'est quoi la fin de ce film-là? C'est pas juste Gordon qui brise le bat-signal, puis là ça finit avec une grosse pente fatale. Ouais, tout va mal. Et que Batman décide de prendre le blâme pour les meurtres de Harvey Dent, alors que ça aurait pu très bien passer pour le Joker, ou ça aurait pu même être... écoutez, le gars Harvey Dent, sa femme est morte, brûlée, et lui, il a la moitié du corps brûlé, il est complètement déchanté du pouvoir des policiers, puis même de Batman qui l'aurait laissé tomber, tout ça. Ouais. Il pouvait péter un câble. Oui, c'est ça. Ils auraient pu dire que c'est lui, mais il voulait comme montrer le beau visage du héros. C'est ça, le sacrifier, tout ça. Et c'est ça. Et Batman devient le méchant, mais c'est pas grave parce que dans le troisième film, quand il revient, c'est pas grave ce que Batman a fait. Exactement. Il revient, il est sur une belle moto. Il est parti pendant plusieurs années. On l'a pardonné de ses meurtres, c'est pas grave. Reviens, Batman. Mais c'est ça, c'était des trucs scénaristiques du genre. Là. C'est sûr que ça fait peut-être un peu plus longtemps que je l'ai écouté. Là. Je pense que ça fait 2-3 ans. Là. Ça fait plus... Mais malgré tout, j'avais toujours ce goût amer-là dans la bouche quand j'écoutais ce film-là. Il y avait toujours des petites affaires du genre qui me tannaient. C'est sûr... C'est peut-être aussi parce que je le compare toujours à lui, le premier de Tim Burton, puis le second. Je trouve que même... Mais c'est sûr pour un amateur de Tim Burton qui regarde ce film-là. Mais je ne trippe pas tant sur Tim Burton, justement. C'est juste que je trouvais que là, il a fait une adaptation qui était intéressante. Le deuxième, Return, c'était clairement plus risqué. C'est pour ça qu'il a perdu les rênes de la franchise. Mais ça, c'était plus sombre, c'était plus triste. L'autre, c'est vraiment... C'est peut-être le problème qu'il y avait aussi dans les films encore actuellement, là, mais les années 2000, fin 2000, c'était vraiment... une morale qu'il faut qu'on t'incite à la fin, qui est justement le don de sacrifice de Batman, qui représente le personnage. Ouais. Je suis le héros que Gotham a besoin. Non, c'est pas ça, c'est... Je suis le héros que la ville... I'm the hero that Gotham deserve, not the one they need. Ouais, c'est ça. It's pretty complicated. C'est ça, c'est pretty complicated. Non, c'est clairement. C'est des affaires du genre, là. Mais tu sais, les jeux d'acteurs, c'était pas Morgan Freeman était là-dedans. Quand même une distribution toute étoile. Puis ils ont également patché avec Katie Holmes qui était dans le premier, que c'était assez robotique. Puis on était chercher Maggie Gyllenhaal. J'espère que je le prononce bien. G-Y-L-H-A-L-L. En tout cas, qu'importe. La sœur de Jake, une très bonne actrice. Puis, on s'entend. Mais ça avait en fait ça redonnait un souffle à ce personnage-là parce qu'on s'entend, à part être un beau minou à regarder, c'était pas elle faisait pas grand-chose. Ouais, mais dans les films de super-héros, disons que ça arrive souvent. Des fois. Non, c'est ça, c'est peut-être le petit film qui... Je sais pas, j'ai toujours un petit hic avec ce film-là. Ça m'empêche pas de le regarder, par contre.